Les maladies cardiovasculaires, c'est vraiment l'un des plus grands défis de santé de notre temps. Mais imaginez une seconde. Et si l'intelligence artificielle pouvait nous donner les moyens de les prédire bien avant qu'elles ne frappent? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Le constat est assez lourd en fait. Partout sur la planète, ces maladies pèsent énormément sur les systèmes de santé et bien sûr sur les familles. L'enjeu est donc colossal. Pouvoir détecter le risque le plus tôt possible, c'est littéralement sauver des vies. Et voilà la question qui agite toute la communauté scientifique aujourd'hui. Pensez-y, si on pouvait anticiper le risque avec une précision bien meilleure qu'actuellement. Eh bien, c'est précisément là que l'intelligence artificielle entre en scène, avec la promesse d'outils complètement nouveaux. Alors, pour bien comprendre pourquoi on a tant besoin de cette nouvelle approche, il faut d'abord jeter un œil aux outils qu'on utilise en ce moment et voir où ça coince. Les outils traditionnels, ce sont des scores de risque, comme le fameux score de Framingham. Ils ont été la norme pendant des années. Sauf qu'ils ont un gros défaut. Ils sont souvent trop généraux. Ils sont conçus pour un patient moyen qui, en réalité, n'existe pas. Du coup, ils ont du mal à s'adapter à chaque cas particulier, et en plus, ils sont moins fiables quand on les applique à des populations différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés. Face à ces limites, une nouvelle solution commence vraiment à faire parler d'elle. Le machine learning, ou l'apprentissage automatique. L'idée, c'est d'apprendre aux machines à repérer des signaux de risque que même l'œil d'un expert pourrait rater. Concrètement, comment ça marche ? La plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est assez intuitif. On donne à l'algorithme une quantité énorme de dossiers de patients, en lui précisant à chaque fois l'issue. Celui-ci a eu un problème cardiaque, celui-là, non. À force de voir des milliers d'exemples, l'IA commence à reconnaître toute seule les schémas, les signatures subtiles qui sont liées au risque. Le processus est super méthodique. D'abord, on collecte toutes les données possibles. Ensuite, étape cruciale, le nettoyage, la préparation. Puis vient l'entraînement, où le modèle apprend. Et pour finir, le test final. On le met à l'épreuve sur des données qu'il n'a jamais vues pour vérifier s'il est performant. C'est cette étape qui garantit qu'on peut lui faire confiance. Maintenant, mettons les deux approches face à face. On va voir que ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un vrai changement de paradigme. Le point clé, c'est la philosophie de départ. Les méthodes classiques partent d'une hypothèse humaine, d'une idée préconçue. Le machine learning, lui, part d'une page blanche. On lui donne les données brutes et on le laisse trouver lui-même les connexions les plus importantes, même celles auxquelles on n'aurait jamais pensé. C'est une approche beaucoup plus ouverte. Et en pratique, ça change tout. L'IA peut analyser des types de données beaucoup plus variés, la génétique, l'imagerie, les signaux d'un électrocardiogramme. Elle est faite pour gérer la complexité. C'est ce qui permet de passer d'une médecine basée sur des moyennes à une médecine vraiment personnalisée, sur mesure. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais dans les faits, ça donne quoi? Est-ce que ces nouveaux modèles sont vraiment précis? Voyons un peu leur bulletin de notes. Alors, premier résultat issu d'une étude, 88,7% de précision. C'est obtenu en faisant collaborer plusieurs algorithmes. C'est déjà un excellent score, bien meilleur que beaucoup d'outils classiques. Une autre équipe a encore affiné la méthode, en optimisant tous les petits réglages de l'algorithme. Résultat, il grimpe à 93,4%. Ça montre bien que chaque détail compte pour booster la performance. Et enfin, un autre modèle, après un travail très poussé sur la préparation des données, atteint un score incroyable de 95,6%. Ces chiffres, ce ne sont pas que des chiffres. Ils représentent un bond en avant dans notre capacité à identifier les personnes qui sont vraiment à risque. Mais attention, il ne faut pas s'emballer trop vite. Des résultats impressionnants en laboratoire, c'est une chose. Mais intégrer ces outils dans la pratique médicale de tous les jours, c'en est une autre. Il y a encore de vrais obstacles à franchir. Le chemin est encore long et les défis sont de taille. D'abord, la sécurité des données de santé, c'est la priorité absolue. Ensuite, il faut obtenir le feu vert des autorités réglementaires, ce qui est un processus très rigoureux. Et puis, il y a un enjeu technique, s'assurer qu'un modèle entraîné avec les données d'un certain hôpital fonctionne aussi bien ailleurs. C'est ce qu'on appelle la généralisation. Et puis, il y a un point crucial, le biais. Un modèle d'IA reflète les données qu'on lui a données pour apprendre. Si ces données ne sont pas représentatives de toute la population, l'algorithme risque d'être moins performant pour certains groupes. C'est un vrai enjeu éthique et technique de s'assurer que l'outil est juste et efficace pour tout le monde. Ça soulève aussi une question vertigineuse. Si l'IA fait une erreur, qui est responsable? Le développeur qui a créé l'algo? L'hôpital qui l'utilise? Le médecin qui a suivi sa recommandation? Pour que les cliniciens puissent utiliser ces outils en toute confiance, il faut un cadre très clair sur la manière d'interpréter les résultats et de prendre des décisions. C'est absolument
indispensable. Mais malgré ces défis, l'avenir s'annonce vraiment passionnant. La prochaine grande étape, c'est d'aller encore plus loin en intégrant toutes les sources de données possibles pour avoir une vision vraiment complète et personnalisée de notre santé. La vraie révolution, elle viendra de la fusion entre les données cliniques classiques de nos dossiers médicaux et toutes les données qu'on génère au quotidien avec nos montres connectées, nos smartphones. En combinant tout ça, on pourra avoir un suivi en temps réel et une médecine prédictive qui sera hyper personnalisée. Au final, la question n'est plus vraiment de savoir si l'IA va transformer la cardiologie, mais plutôt quand. Quand est-ce que ça deviendra un outil standard pour nous aider à gérer notre santé cardiaque? La technologie est là, son potentiel est immense, le chemin est encore long, c'est sûr, mais il pourrait bien redéfinir complètement notre approche de la santé pour les décennies à venir.